Socrate ou la pensée magique, une émission proposée par Raphaël Antoven. Sans les romans d'amour, il n'y aurait pas d'amour, constate La Rochefoucauld. Tant il est vrai que la plupart des amoureux se font de l'amour une idée, tombent d'abord amoureux de l'amour lui-même et ne vivent en définitive les instants que pour les prendre en photo. L'amour est spontanément idéaliste et en cela, il est platonicien. Dans le banquet de Platon, le lecteur apprend de la bouche de Socrate que l'amour est un demi-dieu qui déambule comme un va-nu-pied le long des chemins en quête d'un objet assez consistant pour être digne de lui. Or, comme la beauté s'estompe, puisque le temps passe et dessèche le cœur des amants, l'amour véritable, aux yeux de Socrate, ne peut être celui du corps et de sa chair périssable. On perd son temps chez Platon quand on ne cherche pas l'éternité. Aimer, selon Socrate, ça n'est donc pas faire, mais défaire l'amour. L'amour, bien compris, n'attache à personne, mais il détache du sensible. Voilà pourquoi le philosophe déjoue, pour le malheur de ce dernier, les avances et les tentatives du bel Alcibiade. C'est au nom de l'absolu qu'on se prive de la joie. Plutôt l'abstinence que l'infidélité, plutôt la chasteté qu'un plaisir ponctuel. L'amour produit des êtres si possessifs qu'ils ne savent pas aimer sans en souffrir et qu'ils se privent du bonheur en exigeant la félicité. De vous à moi, il faut être fou pour être aussi sage. Derrière ces renoncements, c'est la philosophie elle-même qui est en jeu. Est-elle l'amour toujours déçu de la sagesse, ou bien la sagesse toujours provisoire de l'amour ? Car Socrate est amoureux d'Alcibiade, et ils s'aimeraient tous les deux s'ils acceptaient de s'aimer un peu moins. Mais le vieux sage est comme la Bérénice d'Aurélien. Il a le goût de l'absolu, cette pathologie banale, plus répandue que la grippe, cette passion dévorante qui mange celui qui la contemple, qui retarde à l'infini le moment d'être heureux, et dont la victime exige toujours davantage de l'autre, qui pourtant ferait provisoirement son bonheur. Le platonisme est donc une philosophie tragique. Avoir pour but l'absolu et n'avoir que le relatif ou le réalisé, c'est le destin de l'âme platonicienne, affirme le philosophe Nicolas Grimaldi, avec qui nous allons aujourd'hui parler de cet amour supérieur et famélique à la fois, dans une conversation dont Commentaire diffuse ce vendredi la première partie. Le jour où naquit Aphrodite, les dieux festoyaient. Parmi eux se trouvait le fils de Métis, Poros. Or, quand le banquet fut terminé, arriva Pénia, qui était venue mendier, comme cela est naturel un jour de bombance. Et elle se tenait sur le pas de la porte. Or, Poros, qui s'était enivré de nectar, car le vin n'existait pas encore à cette époque, se traîna dans le jardin de Zeus et, appesanti par l'ivresse, s'y endormit. Alors Pénia, dans sa pénurie, eut le projet de se faire un enfant par Poros. Elle s'étendit près de lui et devint grosse d'Eros. Puis donc, qu'il est le fils de Poros et de Pénia, Eros se trouve dans la condition que voici. D'abord, il est toujours pauvre. Et il s'en fout de beaucoup qu'il soit délicat et beau, comme le croient la plupart des gens. Au contraire, il est rude, malpropre, va-nu-pied, et il n'a pas de gîte, couchant toujours par terre et à la dure, dormant à la belle étoile sur le pas des portes et sur le bord des chemins. Car puisqu'il tient de sa mère, c'est l'indigence qu'il a en partage. À l'exemple de son père, en revanche, il est à l'affût de ce qui est beau et de ce qui est bon. Il est viril, résolu, ardent. C'est un chasseur redoutable. Il ne cesse de tramer des ruses. Il est passionné de savoir et fertile en expédients. Il passe tout son temps à philosopher. C'est un sorcier redoutable, un magicien et un expert. Parce que l'amour est un désir, il est la privation de ce vers quoi il tend. En quoi il est fils de la pauvreté. Nicolas Grimaldi. L'amoureux, tant qu'il n'a pas été comblé par la possession de ce qu'il désire, vit dans la misère, dans une sorte de détresse, d'abandon. Donc c'est l'extrême pauvreté. Plus que d'être privé de la vie, il est privé de la raison de vivre. Mais par ailleurs, l'amour est fils de l'expédient, de l'ingéniosité, car l'amour rend inventif. L'amour nous inspire. Les amoureux deviennent poétiques. Les hommes qui sont les plus prosaïques du monde, dès qu'ils deviennent amoureux, deviennent poètes. Et en effet, l'expédient, ce sont les échelles de corde, si j'ose dire. De l'extrême misère, étant éloigné de l'aimer, elle est loin, elle est inaccessible.
Et alors, il invente les échelles de cordes, comme Julien Sorel pour rejoindre Mathilde de la Mole, pour se rapprocher de l'aimé. Eh bien, l'échelle de cordes platonicienne, c'est la dialectique. Il s'agit de s'échapper de ce monde de l'abandon, qui est celui où nous vivons, dans lequel nous sommes en exil. C'est cela. Pour se rapprocher, pour s'élever jusque dans l'intimité de la beauté, qui est ce que nous aimons. L'amour est fils d'expédient, au sens où il est inventif dans l'art de se rapprocher de ce qu'il aime. Vous me permettez une digression. Ce sera précisément à propos de ce que Platon nous dit de l'amour, non pas dans le banquet, mais dans le Phèdre. Lorsqu'il nous dit l'âme de chacun est comme un attelage ailé, il y a un cheval blanc, oui, très obéissant. le mythe de l'âme dont la trajectoire parcourt. Alors, les âmes, dans une existence antérieure, ont vécu dans le lieu au-delà par-delà le ciel, où siège où se trouvent les idées dans la plénitude de leur éternité. Et là, chacun conduit son attelage, mais cet attelage, il y a un cocher qui voudrait bien regarder, contempler ce qui est autour de lui, et puis il y a un cheval noir, rétif, qui se cabre, etc. C'est-à-dire, le cheval noir, c'est l'intempérance. Alors, les âmes qui sont intempérantes, par conséquent, sont celles dont le cocher a été sans cesse obsédé par la nécessité de retenir ce cheval noir de l'intempérance. Et par conséquent, il n'a pas pu contempler les idées. Mais il les a entrevues quand même. Voilà. Pas toutes. Dans le Phèdre, il les entrevoit. Entre toutes ces idées, il y en a une que même celui qui n'a rien vu ne peut pas ne pas avoir vue, c'est la beauté. Car elle est si resplendissante, si fascinante, si éblouissante, que même ceux qui n'ont rien vu l'ont toujours vue. De sorte que, étant tombés de ce lieu hypercéleste, dans le bourbier sensible, ceux-là même qui sont incapables de réminiscence, ceux-là même qui sont incapables de se rappeler ce que c'est que la justice, ce que c'est que la vérité, ce que c'est que la science, se rappellent toujours ce que c'est que la beauté. De sorte que dès qu'ils voient un beau corps, ils se rappellent la plénitude de l'éternité perdue. De sorte que, ce que Platon nous donne à entendre dans le Phèdre, c'est que même ceux qui ne sont pas capables de philosophie sont toujours capables d'amour, de sorte que l'amour est en quelque sorte la philosophie du pauvre. Qui donc, Diotime, sont ceux qui tendent vers le savoir si ce ne sont ni des savants ni des ignorants? Il est parfaitement clair, même pour un enfant, que ce sont ceux qui se trouvent entre les deux, et qu'Éros doit être du nombre. Il va de soi que le savoir compte parmi les choses qui sont les plus belles. Or, Éros est amour du beau. Par suite, Éros doit tendre vers le savoir, et puisqu'il tend vers le savoir, il doit tenir le milieu entre celui qui sait et l'ignorant. Et ce qui est en lui explique ses traits, c'est son origine, car il est né d'un père doté de savoir et plein de ressources, et d'une mère dépourvue de savoir et de ressources. Telle est bien, mon cher Socrate, la nature de ce démon. On commence par aimer quelqu'un, donc un individu. Le tout étant de ne pas confondre cet individu avec lui-même, ou plus exactement, voilà, l'amour qu'on lui porte avec l'individu qui est censé nous l'inspirer, puisqu'en vérité cet amour-là nous vient d'ailleurs, puisque si on l'aime, c'est qu'on se ressouvient à notre insu de la beauté dont il est l'incarnation provisoire. On s'élève jusqu'à tous les corps qui sont beaux parce qu'ils témoignent eux aussi de cette idée, et en fait, en passant par le multiple, la médiation du multiple, on en revient à l'unité, mais qui n'est plus l'unité d'un individu, mais qui est l'unité de l'idée dont chaque individu est l'expression provisoire, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans le dialogue d'Alcibiade, un des tout premiers dialogues. Apocryphe, non? Peut-être, mais s'il est apocryphe, il est aussi remarquable que s'il était original. Car il commence exactement comme vous venez de l'évoquer. Alcibiade lui dit, enfin, Socrate, tu ne cesses de faire profession d'amour à mon égard, je ne te vois pas sans que tu me rappelles tes déclarations, et en fait, nul n'est moins assidu que toi, jamais le moindre cadeau, jamais le moindre compliment. Je suis entouré de flagorneurs de toutes parts. Mais toi seul, si je ne vais pas te retrouver, je ne te verrai jamais. Et Socrate lui répond, mais Alcibiade, moi seul suis amoureux de toi.
car tous les autres, qui sont en quelque sorte magnétisés par toi, que tu traînes à ta suite comme la limaille de fer, à peine auras-tu vieilli, à peine ta beauté se sera-t-elle flétrie, qu'ils se seront tous éloignés, tu n'en verras plus un seul. Mais je serai moi-même, je serai toujours aussi amoureux de toi, car ce n'est pas de ton corps que je suis amoureux. Et alors le dialogue va dériver. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est son âme, etc., etc. Donc, la beauté n'est pas inhérente au corps dans lequel on l'admire, ou dans lequel elle nous fascine. Comme toutes les essences, elle n'est pas inhérente à l'existence. Et aussitôt l'a-t-on reconnue, aussitôt a-t-on observé sa fugacité dans les corps où elle transparaît, aussitôt la cherche-t-on ailleurs que dans les corps. Dans le meilleur des mondes. Dans le monde où ce qui paraît ne disparaît jamais, et où ce qui est pour toujours et à jamais. Est, donc, ne devient pas. Donc est. Ce qui est donc, ne devient pas. Dans le langage platonicien, donc est, car le propre de l'être est qu'il ne peut plus n'être plus que n'être pas encore. Seul est ce qui est éternel. Alors, on va revenir là-dessus d'ailleurs à propos de la question du langage chez Platon et de ce paradoxe tout à fait invraisemblable. Oui, d'ailleurs, parlons-en maintenant, c'est ce paradoxe qui me semble inouï chez Platon, inouï c'est le cas de le dire, entre d'un côté l'idée que le langage témoigne de notre parenté avec l'éternité. Si je dis de cette table qu'elle est belle, je dis elle est belle. Enfin, en fabriquant la prédication et l'attribut du sujet, institue de l'éternité, de l'être, n'est-ce pas? Je dis que cette table est belle. Bon, autrement dit, le langage et les mots que j'emploie pour décrire le monde sont éternitaires. Et tout se passe chez Platon comme si le monde, en somme, n'était pas à la hauteur des mots qu'on emploie pour le décrire, et comme si le langage, lui, était l'expression de ce monde éternel vers lequel il s'agirait de se retourner ou de retourner. Et en même temps, comment expliquez-vous que chez Platon, il y ait cette critique du langage écrit qui se trouve au début du Phèdre, cette fois-ci? On s'éloigne un tout petit peu du banquet, non, mais... pas du tout. Pas du tout. Je crois pas qu'on s'en éloigne tellement, effectivement. Comment se fait-il qu'à la fois Platon dise le langage témoigne de notre parenté avec l'éternité, et qu'en même temps le langage soit, quand il est écrit, ce qui fabrique des textes qui répondent la même chose à des questions différentes et par conséquent des lettres mortes? Vous caractérisez fort bien une sorte d'antinomie. D'une part, nous n'avons que le langage pour nous sauver du non-sens de l'existence. On va s'agripper au langage pour trouver quelque chose de solide dans l'existence, car le langage parle, comme vous le dites très justement, le langage parle en termes d'être, et par conséquent, en termes d'éternité. Le langage, à cet égard, est comme l'attestation de notre condition émigrée, puisque nous parlons un langage qui ne correspond nullement à celui du monde dans lequel nous sommes. Qui est un monde de devenir, alors que les mots sont les mêmes. Et, antithèse, alors même que le langage est notre unique secours, la critique de l'écriture que fait Platon semble être une sorte de méfiance à l'égard de ce que le langage a cependant de plus pérenne, ce qui ne s'envole pas, ce qu'il a de moins temporel, c'est-à-dire l'écrit. Il me semble que ces deux faces du problème du langage correspondent à deux thèmes, non pas deux problèmes, mais deux thèmes différents de la pensée platonicienne. Le premier que vous avez parfaitement évoqué, c'est celui de la réminiscence. C'est dans le langage que la réminiscence s'exerce de façon la plus caractéristique. De quoi que je dise que cela évoque une essence, cela par conséquent est la réminiscence de quelque idée éternelle. Première partie. Et cependant, Socrate considère que le langage est une sorte de fossile de la pensée. Cela avait été une pensée, on l'a écrit, elle demeure à l'état de trace. Mais la pensée vivante s'en est en quelque sorte retirée. Quiconque lit un texte en restitue, si j'ose dire, le corps, c'est-à-dire l'apparence. S'il évoque quelque chose à quelqu'un, tant mieux. S'il ne lui évoque rien, cela ne change pas. Le psittacisme, les gosses qui récitent une leçon qu'ils ne comprennent pas, transcrisent en phonèmes les morphèmes qui étaient dans le texte. Et cependant, ils ne pensent rien, leur vie n'en est pas changée. Là, il me semble que le cœur de la pensée socratique
c'est que, de même que la pensée s'exerce, se retrouve, se reconnaît dans le langage, de même, la vie se sauve, s'éprouve, se réunit à elle-même dans la pensée. Donc il faut vivre ce qu'on pense pour mieux penser ce qu'on vit. Et si on ne vit pas ce qu'on pense, il n'y a pas de pensée du tout. Il n'y en a, comme on dit, que la peau morte. La peau morte de la pensée, c'est l'écrit. Je ne peux penser l'éternel qu'en me rendant éternel. C'est le thème de la Sungeneia, ce thème comment dirais-je, de la... Je dois me rendre identique à... Oui, c'est ça. Seul le pur connaît le pur, seul le même connaît le même. On se rend, ce thème qui sera tellement orchestré ensuite à partir d'Aristote, c'est qu'il y a identité entre le pensant et le pensé. Je ne peux pas comprendre la justice si je ne deviens pas juste. Et c'est en la comprenant, comment dirais-je, je me purifie et je deviens de plus en plus juste. Socrate, tu dors? Pas du tout. Sais-tu à quoi je pense? Quoi donc? Que seul tu es digne d'être amoureux de moi, et que pourtant tu sembles avoir peur que je m'en aperçoive. Mais moi, voilà comme je suis. Je trouverais complètement idiot de ne pas te faire plaisir dans ce domaine, comme pour tout le reste, si tu avais besoin de ma fortune ou de mes amis. Rien ne compte pour moi plus que de devenir le meilleur possible, et personne n'est en mesure de m'y aider autant que toi. Alors je serais beaucoup plus honteux devant les sages de ne pas céder à l'homme que tu es, que je ne rougirais devant les imbéciles de te céder. Mon cher Alcibiade, tu ne te débrouilles pas mal en réalité. Si ce que tu racontes de moi est vrai, et si je possède en moi ce pouvoir que tu m'attribues de te rendre meilleur, car dans ce cas tu verrais en moi une beauté prodigieuse et tout à fait différente de la beauté des formes qui t'appartient. Si donc tu as remarqué une chose pareille et que tu veuilles entrer en commerce avec moi pour échanger beauté contre beauté, ce n'est pas un petit profit que tu comptes faire à mes dépens. Tu entreprends d'acquérir la beauté véritable contre l'apparence de la beauté, et en réalité, tu veux troquer du cuivre contre de l'or. Toutefois, très cher, regarde-y mieux, sans quoi tu pourrais ne pas t'apercevoir que je ne suis rien. La vision de l'esprit ne devient plus perçante que lorsque celle des yeux commence à baisser, mais toi, tu n'en es certes pas là. Malgré tout ce que j'avais pu faire, il fut encore le plus fort. Il dédaigna ma beauté, la ridiculisa et l'insulta. Oui, sachez-le bien, par les dieux, par les déesses, il ne m'arriva rien de plus pour avoir passé cette nuit avec Socrate que si j'avais reposé auprès de mon père ou de mon frère aîné. Dans l'hommage qu'Alcibiade rend à Socrate, il dit « je suis mordu par un mal de vipère hein. ». Il dit qu'il souffre. Il est un peu mordu, oui. Il parle de sa souffrance. Il dit qu'il souffre. Socrate le fait souffrir. L'amour que Socrate porte à Alcibiade est en apparence, si j'ose dire, si pur qu'il ne peut pas se satisfaire du seul corps d'Alcibiade, ne serait-ce que parce que le désir qui débouche sur la satiété ne débouche que sur un désir renouvelé et encore plus douloureux, à la façon dont un fumeur fumerait une cigarette pour ne plus jamais avoir envie de fumer, voyez. Donc, l'amour que porte Socrate à Alcibiade est si pur qu'il ne se contente pas du corps d'Alcibiade. Bien. Mais du coup, Alcibiade, lui, ne s'unit jamais à son amant. En d'autres termes, à cet amour qui aurait pu être comme les amours le sont souvent, c'est-à-dire union, désunion, fusion et puis expérience de l'abîme et de la dualité après cette fusion provisoire. Bref, plaisir et puis satisfaction et puis de nouveau manque. À cette relation qu'ils auraient pu avoir, Socrate substitue une relation d'un ordre supérieur, mais du coup Alcibiade souffre. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette métaphysique qui justifie que deux êtres qui s'aiment autant ne fassent pas l'amour? J'aimerais vous soumettre cette hypothèse, cette interprétation, qui prendrait appui sur le mythe du Phèdre. Donc sur l'attelage ailé, n'est-ce pas? C'est sur l'âme décrite comme un attelage ailé qui traverse le ciel. C'est cela. Si ce qu'on aime dans une personne est la beauté qu'on reconnaît en elle et qui nous fascine, mais cette beauté, si elle est si magnétique, au point de le vocabulaire qu'emploie alors Platon est le vocabulaire de la transe. On se jette dessus. C'est une véritable possession. Mais c'est parce que cette beauté nous rappelle
la plénitude naguère éprouvée lorsque notre âme vivait dans l'éternité. Ce mythe montre que l'amour est toujours un quiproquo. Si Socrate se jetait sur le corps d'Alcibiade, ce serait un amour banal, trivial, mais Socrate sait bien que la beauté d'Alcibiade n'est pas la sienne. Elle est à Alcibiade comme l'image appartient au miroir. Mais le miroir, il dit moule, il est. Dès lors, ce n'est pas aimer Alcibiade qu'aimer sa beauté. Alors, 50 ans après, si Alcibiade a pu vivre 50 ans après, Alcibiade est devenue chauve, un peu cacochime, sa peau Traître à sa patrie. Sa peau s'est fripée, et la beauté s'en est dissipée. Alcibiade pourrait dire à Socrate, ou plutôt Alcibiade pourrait dire à tous ses amants qui le courtisaient, en fait, vous m'avez pris pour un autre. Ce n'est pas moi que vous aimiez. C'était un souvenir qui vous obsédait. Vous m'avez trompé. Mais les autres pourraient tout aussi bien dire à Alcibiade, mais en fait, tu m'as trompé. Moi, j'aimais un jeune homme dont le primesaut, l'éclat, la splendeur. Où est ce jeune homme? Mais c'est plus toi. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu m'as abusé. Comme une marchandise avariée. De sorte que c'est pour prévenir ce quiproquo que Socrate, comme vous dites, ne fait pas l'amour avec Alcibiade. C'est, en quelque sorte, pour préserver l'amour de ce quiproquo qui lui est inhérent. Donc c'est pour préserver l'amour, et donc, mais lui dit aimer Alcibiade, véritablement. C'est-à-dire ne pas aimer, comme dirait Pascal, des qualités empruntées. Alors, si je vous suis dans votre analyse, mais je crois que nous allons entrer sur des chemins qui sont plus vrais que le platonisme lui-même. À savoir que mais vous direz faisons un dialogue quasiment socratique, je pense que vous êtes d'accord avec... c'est tout à fait comme tu dis, dirait à ce moment-là l'interlocuteur. Il me semble que ce que Socrate aime dans Alcibiade, c'est l'attente d'Alcibiade. L'ego d'Alcibiade, c'est l'attente qui le caractérise. Et ce qui distingue Alcibiade des autres jeunes gens de son âge, c'est que son attente est en effet plus exaspérée que celle des autres. Les autres ont une attente qu'ils vivent dans la mélancolie, comme Phédon, comme Charmide, tandis que Alcibiade vit cette attente dans la transe. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'être déçu. C'est vrai. Je crois que c'est dans l'Alcibiade. Et lui dit, si on te proposait, à moins d'être Alexandre, ou d'être Xerxès, ou d'être Cyrus, toute existence te paraîtra misérable. N'avoir que la moitié de la terre te paraîtra une misère. Donc, alors, il me semble que si Socrate aime Alcibiade, ce qu'il aime en lui, ce qu'il reconnaît en lui, c'est que Alcibiade ne consent à rien rabattre de ce désir originaire, de cette attente originaire. Mais ce en quoi ils s'uniront, plus profondément, pense-t-il, que par l'étreinte de leur corps, ou par la jouissance qu'ils tireront l'un de l'autre, c'est par une union aussi fusionnelle, aussi dionysiaque, mais moins éphémère, qui sera, ils s'uniront dans l'identité de leur contemplation de la beauté. Et, ils s'uniront dans une communion, qui est la communion dans la contemplation de l'éternité de la beauté. Car dans la mesure où chaque âme se rend identique à ce qu'elle contemple, si on contemple la même chose, on se rend identique l'un à l'autre. Alors, il y a l'idée en filigrane que le désir est l'expression du manque, et que aucun objet qui nous est donné dans la vie, c'est-à-dire dans ce qui meurt, n'est de nature à nous contenter, durablement ou éternellement. Et que il semble, si vous voulez, à entendre le discours de Platon sur l'amour et sur le désir, que tout l'objet du platonisme, c'est aussi de rechercher un objet qui soit de nature à contenter véritablement le désir, c'est-à-dire non pas à l'assouvir provisoirement, à la façon dont le plaisir peut nous contenter, ou à la façon dont le fait de manger ou de boire peut nous contenter, mais qui soit de telle nature qu'il nous contente durablement, véritablement. Et c'est ce qui fait, dans le banquet de Eros, donc fils du plein et du vide,
le personnage philosophique par excellence. C'est vrai. C'est-à-dire celui qui se représente la sagesse comme désirable, le philosophe c'est l'amoureux de la sagesse, et qui en même temps, car il est fils du vide, ne la saisit jamais véritablement. En d'autres termes, la sagesse, ou le savoir, la science, l'objet véritable du désir, selon Platon ou selon Socrate, est un objet constamment ajourné dans le temps d'ici-bas. C'est cela. Et qui donc culmine, ou peut-être qui peut être saisi au-delà de la vie. C'est cela. C'est pourquoi, dans les divers discours qu'il tient sur les ineffables, les incroyables jouissances qui attendent l'âme philosophique au-delà de la mort, la mort n'est pas le point d'arrivée, c'est un point de départ, et c'est le point de départ vers la plénitude. Et vous avez en quelques mots parfaitement caractérisé l'entreprise platonicienne, qui est donner, comment dirais-je, une destination au désir. Quelle est la vérité du désir? Qu'y a-t-il que nous devions désirer pour n'être pas déçus? Et Socrate va répondre, ce que nous devons désirer, c'est ce que nous posséderons, ou nous pourrons posséder, au-delà de la mort, lorsque nous retournerons à notre existence antérieure, dans cette plaine de vérité, où on contemple toutes choses dans l'éternité de leur plénitude. Mais cela n'est compréhensible, cela n'a de sens que si on suppose en effet que la plénitude des idées que je contemple me remplit moi-même. C'est-à-dire, à condition de supposer l'identité du contemplant et du contemplé. Revenons un instant sur l'étymologie latine du mot désir. Le désir, c'est desidus, ce qui littéralement signifie la nostalgie de l'étoile, n'est-ce pas ? Ou l'absence de l'étoile. De ce point de vue, le mot de désir est à comprendre de deux façons. On peut le comprendre à la fois comme la nostalgie de l'étoile, si vous voulez, la nostalgie perpétuelle de l'étoile. En somme, on désire toujours décrocher la lune, donc on peut toujours s'accrocher pour décrocher la lune. Évidemment, on n'y arrive pas. Et donc le désir est cette espèce de manque perpétuel, comme un aiguillon qui nous fait rechercher le savoir, mais qui en somme nous fait découvrir qu'on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Plus on apprend, plus on découvre qu'on ne sait rien, et ainsi de suite. Et donc le désir indexé sur la philosophie, pensé comme amour de la sagesse, et non pas sagesse elle-même. Premier sens du désir. Mais si on prend l'étymologie, non pas comme nostalgie de l'étoile, mais comme absence de l'étoile, alors à ce moment-là, on est en présence d'un autre désir qui est un désir qui fait son deuil de l'étoile. Il n'y a plus d'étoile. On n'est plus dans la nostalgie de l'étoile. Le désir n'est plus l'étoile du Nord, si vous voulez, qui orienterait le marin ou l'horizon pour le philosophe ou pour le spectateur. Mais le désir, cette fois-ci, c'est le pourceau d'Épicure. C'est le désir qui ne se donne aucun autre objet que ceux qu'il peut atteindre. Or, il se trouve que Eros, fils du plein et du vide, peut être à la fois compris comme celui qui a en lui l'idée de la plénitude qu'il n'atteindra pas parce qu'il est fait aussi de vide, comme les humains, comme les demi-dieux que nous sommes, en somme. Mais on peut aussi considérer que le plein et le vide sont une alternative pour Eros, que l'amour peut se tourner vers le vide, c'est-à-dire vers ce qui ne le satisfait jamais, comme il peut se tourner vers le plein, c'est-à-dire en fait se contenter de ce qui le satisfait provisoirement. Non, est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Ce qui n'est pas très platonicien d'ailleurs. Eh bien, là-dessus, je différais un petit peu. Il me semble à l'inverse que ces deux conceptions du désir que vous venez de caractériser si parfaitement se trouvent au centre même de la pensée platonicienne. À force d'avoir parcouru tous ces textes, d'avoir vécu dedans, j'ai été très tôt persuadé de ce qu'il y avait au moins deux philosophies de Platon, au moins deux. Et ce qui les définit, ce qui les caractérise, c'est précisément le sens qu'elles donnent l'une et l'autre au désir. Une première philosophie de Platon identifie le désir au malheur de la privation. Le désir, c'est l'épithumia. Donc, je désire... Le bas-ventre. C'est ça. Qu'est-ce que je désire? Je désire... le désir désire le plaisir. Mais le propre du plaisir, c'est que plus j'en prends, moins j'en ai. Plus j'en prends, plus j'en veux. Donc moins j'en ai. Non seulement ça, c'est que plus je jouis, moins je deviens incapable de jouir. On peut le décliner sur tous les registres. Plus je mange, moins j'ai faim. C'est à vous dégoûter de manger. Plus je bois, moins j'ai soif, hélas. Donc il y a une sorte de, d'ironie
du plaisir, ce qui fait que le désir ne peut pas être satisfait, au point que Socrate dira souvent que c'est comme si on s'efforçait de remplir un panier d'eau. C'est un tonneau percé, donc on n'y arrivera jamais. Donc le désir est toujours insatisfait. Donc il faut se délivrer du désir si on veut être heureux. Désirer ne plus désirer. Désirer ne plus désirer. Et en effet, désirer ne plus désirer, ce serait l'éternité, d'où la contemplation. Et c'était très joli, votre étymologie latine du désir, en effet. Chez Platon, ce que le désir désire, le vrai désir, c'est la considération. Être sidéré parce qu'il considère, la considération étant la contemplation. Mais il y a la deuxième philosophie de Platon, et qui me paraît beaucoup plus profonde, parce qu'elle résout les contradictions qui n'ont cessé de s'accumuler tout au long du corpus platonicien. Car comment peut-on dire que l'âme est apparentée à l'éternité si on dit en même temps qu'elle est divisée, qu'elle se combat elle-même, qu'elle est mélangée de corps, qui est incompréhensible. Or, il y a un texte qui me paraît tout à fait considérable, dont je me suis toujours étonné qu'il ne soit pas davantage commenté, c'est ce mythe de la création de l'âme dont le Timée. Et vous vous rappelez bien que au début, il n'y avait que le chaos. Alors, il s'agit de l'âme du monde, mais Platon ajoute tout aussitôt que les âmes singulières sont toutes semblables à l'âme du monde. Alors, au début, il n'y avait que un chaos originaire, une sorte de tohu-bohu sans aucun sens, où rien n'était jamais prévisible, où par conséquent, chaque instant était une sorte de fatalité. Et comme c'était horrible, comme c'était très laid, dit-il, le démiurge voulut finir avec cela, et il y avait deux éléments. L'élément du même et l'élément de l'autre, to hétéron. Le même, toujours identique à lui-même, ne peut être qu'éternel. Le même ne peut être qu'inaltéré, éternel. S'il est éternel, il ne peut pas être matériel, car la matière est en proie au devenir. Donc il est intelligible. C'est une idée. il est pur. Et en même temps, s'il y avait un autre du même, s'il y en avait deux, eh bien, le deuxième serait l'autre du même, chacun serait l'autre de l'autre. Donc ce ne serait pas le même. Donc le même ne peut être que l'un, l'unique. Et Platon ajoute que pour le démiurge, cet élément était le modèle. Donc éternel, unique, intelligible, et ce vers quoi tout tend, puisque c'est le modèle. Et puis l'élément de l'autre, c'est donc à la fois l'élément de l'altérité et de l'altération. L'altérité, c'est la multiplicité infinie. Et c'est ce que désire, par exemple, la recherche des plaisirs, c'est une multiplicité infinie. On n'en a jamais assez. Tant et tant. Quant à ce que les porcs et l'eau pour éclore, le catalogue de Don Juan. Évidemment, il ne peut pas. Il est toujours inachevé, donc il en faut toujours d'autres. On n'aura jamais tout l'or du monde. C'est comme vouloir avoir le plus grand nombre du monde, ou le plus grand chiffre du monde. C'est impossible. Donc, désirer l'altérité, et c'est en même temps le propre de l'amour. C'est un échec perpétuel. Après celui-là, un autre. Donc, voilà, c'est une frénésie, mais sans fin. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et l'élément de l'autre, c'est également l'altération. Ce qui est toujours différent. Ce qui était beau se flétrit, devient laid. Par conséquent, on ne peut s'y fier à rien, car tout change. Alors, dit Platon, le démiurge met là ces deux éléments, l'élément du même, l'élément de l'autre. Et quand il eut obtenu ce mélange, il le remélangea une fois encore aux deux éléments primordiaux. Et ce mélange de mélange, cette mixture, c'est l'âme. Platon emploie d'ailleurs une métaphore. Il dit l'élément du même est comme l'élément paternel, puisque c'est ce à quoi l'âme va tenter de ressembler. Elle ressemble à son père. Et l'élément de l'autre, c'est l'élément maternel, puisque c'est ce dans quoi on va déposer, cet élan vers le modèle de l'un. Où l'on retrouve, pardonnez-moi, je fais une toute petite parenthèse, la paternité d'Eros dans le banquet. Ah oui, tout à fait. Dont la mère donc, est le vide et le père est le plein. C'est ça. Donc l'âme est une bâtardise. L'âme est bâtarde. Mais on comprend du même coup que l'âme est originairement désir, puisque l'âme est dans la matérialité du devenir, l'autre. Ce qui tend comme vers sa destination, comme vers son but. Vers l'un. Vers l'éternité intelligible de l'un. Par conséquent, originairement, l'âme, par nature, tend à être ce que, par nature, elle ne pourra jamais
être. Devenir. Donc, l'âme vit de son propre échec. Elle est sans cesse en devenir, comme l'amour, parce qu'elle essaie de s'unir à cette unité qui est sa destination, qui est son modèle, mais en même temps, elle ne le peut jamais, puisqu'elle est dans la matérialité du devenir. Ce qui fait que l'échec est originaire, il est insurmontable. Mais c'est Il n'y a pas, comme le pensait le premier Platon, deux sortes de désirs, le désir d'éternité et le désir d'aventure, ou le désir de l'innombrable. Il y a une dualité originaire du désir, car l'âme est constituée originairement à la fois du désir de l'innombrable, du désir de la novation, du désir de l'aventure, et puis du désir de la plénitude, du désir de l'éternité, et elle ne peut jamais les concilier. L'âme est originairement inconciliée avec elle-même. Et c'est ce qui fait que le temps ne finit pas, car Platon, alors c'est la suite du dialogue, le démiurge en a créé le temps comme une forme pour aider l'âme. Le temps est l'assistant de l'âme, car le temps est ce qui impose au devenir la forme de la circularité. Car le mouvement circulaire des astres est ce qui fait que, et ce qui permet que on a un reflet tout, de l'éternité assez fiable. Que tout bouge sans cesse et que rien ne change jamais. Voilà, c'est la trajectoire impeccable des astres témoigne d'un mouvement qui en même temps est le plus ressemble le plus à l'éternité. Ce qui fait que votre description des deux conceptions de l'amour me semble la plus profondément fidèle à la pensée platonicienne. Je vous remercie. L'âme, si j'ose dire, donc, a un pied dans les deux camps. Oui, un pied dans les deux camps, oui. Et elle marche sur ses deux jambes. Oui, c'est cela. C'est cela. Ce qui fait que l'âme est toujours distante à elle-même. Et on comprend comment l'âme peut être pensée. Enfin, elle pense. Si j'ose dire, elle a une sorte de conscience par le fait qu'elle ne coïncide pas avec elle-même. Et ce hiatus intérieur, cette distance intérieure, est ce qui fait qu'elle peut prendre conscience d'elle-même. Si j'ose dire, l'âme se sent comme désir. D'ailleurs, un désir qui ne se sentirait pas, un désir qui ne serait pas conscient de lui, ça n'aurait aucun sens. C'est ça. Mais ce qui veut dire que notre condition est douloureuse. Oui, ce qui veut dire que cela. Le temps de la vie avant la mort est fatalement le temps de la déception. C'est cela. Nécessairement. Vous qui avez bien connu Jankélévitch, qui connaissez si bien son œuvre, vous rappelez que Jankélévitch évoquait souvent le sens que la orexis, le désir le platonicien, le sens que la orexis a pris chez les pères grecs de l'Église, où cette orexis devient alors comme la langueur, la mélancolie, de la distance. C'est le thème de l'amour par lequel vous avez commencé, n'est-ce pas? On se sent loin de la seule chose qui nous importe. On se sent loin de Dieu caché. L'orexis vient une sorte de la mélancolie de l'abandon, de la distance. En fait, l'objet que l'âme se donne est fatalement ajourné par le fait même de se le donner. Oui, c'est ça. Alors du même coup, il me semble, alors évidemment ce ne serait pas exactement le texte même de Platon, mais il me semble qu'on comprend aussitôt que l'objet du désir ne peut pas être un objet. Et que par conséquent, Alcibiade ne peut être que l'occasion de l'amour, mais n'en peut pas être l'objet, enfin, la véritable destination. Et pourtant, c'est Alcibiade qui l'aime en pensant comme ça. Tout à fait. Pourtant, il dit qu'il aime Alcibiade précisément en dépassant la personne d'Alcibiade. C'est ça qui est fascinant quand même. Le plus haut amour qu'il porte à Alcibiade enjambe Alcibiade. Oui, ça c'est très juste. Au point que, vous savez, ce qui me frappe le plus dans le discours d'Alcibiade, comment dirais-je, c'est un peu comme une strette. Tous les thèmes platoniciens refigurent et s'entrelacent dans une dernière fugue. C'est lorsque l'Alcibiade dit, et vous savez, le plus incroyable, cet homme, moi qui suis, vous connaissez, je suis fier, arrogant, orgueilleux, susceptible. Eh bien, cet homme, c'est presque inavouable. Cet homme que vous voyez, qui est laid, et qui, lorsqu'on le voit, n'est jamais apprêté. Cet homme, chaque fois que je l'écoute, il me fait honte de moi-même. Je devrais donc le fuir. Et cependant, par une sorte d'invincible magnétisme, dès que je ne le vois plus, il faut que je retourne près de lui. Alors, c'est cette honte. Cet homme me fait honte de moi-même, et quand il me fait honte, on met en quelque sorte de perdre ma vie pour essayer de me mettre au service de la politique athénienne ou du démos athénien. Donc, comme si ce qu'Alcibiade aimait
irrésistiblement en Socrate, c'est cette idée qu'a Socrate de la véritable destination d'Alcibiade. Tu te perds toi-même, tu te dévoies de toi-même en t'occupant de la pacotille politicienne. Alors, il me semble que lorsqu'à Socrate dit qu'il est celui qui aime véritablement Alcibiade, c'est parce qu'il est celui qui éveille Alcibiade de ce songe dans lequel il se détourne de lui-même. Il est celui qui le rend lui-même. Et il me semble qu'à cet égard, rendre quelqu'un à lui-même, lui restituer son identité, sa véritable identité, de lui-même, tout c'est simplement. bien l'entreprise du chaman. Il me semble. Hein. Ceux qui s'adressent aux chamans, c'est parce que ils ne se reconnaissent plus, ils ne savent plus ni qui ils sont, ni qui ils désirent. Ils sont possédés. Ils ont perdu leur identité. C'est cela, oui. C'est ça. Ils sont possédés. Oui, et c'est la raison pour laquelle vous présentez Socrate comme un sorcier. Oui, vous en parlez comme d'un sorcier. C'est le mot que vous employez pour le qualifier. Mais il y a... Enfin, j'ai répertorié, il y en a peut-être davantage, au moins 11 occurrences où les protagonistes de Socrate lui disent « Tu nous as ensorcelés et tu nous as guéris ». Alors c'est Phédon qui le dit dans le Phédon, dans quelques instants, Socrate sera mort, et Phédon dit « quand même, il s'en va maintenant, Osoia Sato, comme il nous a guéris ». Alors, où trouvera-t-on un magicien Alors Socrate lui répond « Eh bien... Vous aurez perdu un sorcier, vous aurez perdu un chaman, un enchanteur, un magicien, etc. Et mettez-vous rapidement en quête d'un autre, car rien n'est plus indispensable. Oui, mais alors dans la première intervention, c'est dans mais non, lui dit Goetheis, mais tu m'as Goetheia, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Tu m'as ensorcelé. Pharmatheis, tu m'as drogué, le pharmacone, tu m'as drogué. Oui, le pharmacone qui est à la fois le médicament et le poison. C'est cela. Et ateknos katepadeis, et epodé, c'est l'incantation, c'est les paroles magiques, c'est les sortilèges. Et ateknos, c'est une manière qui outrepasse toute technique possible, c'est d'une manière prodigieuse, c'est incompréhensible, on ne sait pas comment tu fais. Celui qui aura été éduqué à ce point dans le domaine de l'amour, dans une contemplation bien ordonnée des belles choses, accédant alors au terme des choses de l'amour, apercevra soudain une beauté d'une nature merveilleuse, celle qui précisément était le but de tous les efforts précédents. D'abord, elle est éternelle. Elle ne connaît ni la naissance, ni la mort, ni accroissement, ni diminution. Ensuite, elle n'est pas belle pour une part, laide pour une autre, non plus que tantôt belle, tantôt non, belle ici, laide ailleurs, belle pour ceci, laide pour cela. Beauté qui ne se manifestera pas à lui sous forme de visage, de main ou de rien qui participe au corps, non plus que sous forme de discours ou de science, ni dans quelque autre être, comme un vivant terrestre ou céleste, mais bien en elle-même et par elle-même, coexistant toujours avec elle-même dans l'unicité d'une forme, alors que toutes les autres choses qui sont belles participent de cette beauté, en telle manière que leur naissance ou leur mort ne lui apporte ni augmentation, ni diminution, et ne l'affecte en rien. Cette question du désir, qui se donne fatalement un objet qu'il ne peut pas atteindre, du moins de son vivant, fait finalement, en tout cas à mes yeux, et je vous l'avoue ici, de Socrate, le philosophe, de ceux qui redoutent tellement d'avoir à mourir un jour qu'ils en viennent à se demander s'il y a une vie avant la mort. Puisque Socrate meurt content. Socrate meurt content, c'est si vrai d'ailleurs qu'il fait une offrande au dieu des médecins, ce sont même ses derniers mots, songe à faire porter un coq à Asclépios. Il s'agit maintenant de remercier le dieu des médecins de l'avoir guéri. Il meurt guéri, n'est-ce pas? Ou plutôt, il guérit en mourant. Est-ce à dire que du point de vue de Socrate, la vie telle qu'elle ne nous satisfait pas, c'est-à-dire la vie telle que nous la vivons ici-bas, ici et maintenant, la vie est vécue comme une maladie dont la mort serait le remède? Je suis très frappé dans divers dialogues platoniciens avant la République, mais particulièrement dans le Phédon, de l'expression
socratique de 3 ou 4 alternatives. Ou bien. Car Socrate ne présente jamais ce qui va être sa doctrine, ce qu'on considère comme la doctrine platonicienne. Il ne la présente jamais comme un dogme, comme une certitude, comme la découverte de la vérité, mais comme une croyance, oui, non, vraiment, j'y crois vraiment. Ça te paraîtra des contes de bonnes femmes, mais moi j'y crois. Comme quelque chose de vraisemblable, comme une hypothèse, finalement, qui n'est peut-être pas la plus probable, mais quand même la plus favorable. Mais dis donc, imaginez que ce soit faux. Eh bien, ça c'est typiquement socratique. Il en assume l'hypothèse, et si tout cela n'est pas vrai, eh bien, au moins n'aurais-je pas lassé mes familiers de mes lamentations, des gémissements et de mon angoisse. J'aurais vécu tranquillement jusqu'à la fin de ma vie. Et d'ailleurs, Schopenhauer, lui, l'avait bien remarqué, dans l'Apologie de Socrate. Il dit à ses juges, finalement, que pourriez-vous me faire? Vous pourriez me condamner à mort. Ah, la belle affaire. Supposez, mettons les choses au pire, qu'il n'y ait rien après la mort. Supposez donc que la mort soit comme un sommeil sans rêve. Alors, dans ce cas, quelle journée la plus magnifique, la plus voluptueuse du grand roi, autrement dit ce que la vie peut procurer de meilleur. Quelle journée la plus voluptueuse du grand roi vaut un tel bonheur, ne rien sentir. Donc la pensée secrète, constante de Socrate, c'est que une seule chose est meilleure que d'être né, c'est de n'être pas né. Mais une fois qu'on est né, une seule chose est meilleure que de retourner au sommeil, c'est que la mort soit le départ vers la contemplation de la plénitude de la vérité. Mais c'est extraordinaire, j'ai l'impression d'entendre Sioran. Ce qui est important n'est pas de naître, mais de dénaître, dit Sioran. C'est très juste, mais à cet égard, il y a un nihilisme platonicien. Il me semble, je dirais qu'il ne s'agit pas de nihilisme précisément à cause du discours socratique, à cause du beau risque. Ah, il dit, ce que je ne vous dis pas qu'il en est ainsi. Le prétendre, d'ailleurs, serait indigne d'un homme sensé. Mais il me semble que s'il y a quelque chance pour que tout n'ait pas été perdu depuis le commencement, c'est qu'il y ait une suite à la mort. En est-il ainsi? Rappelez-vous, la fin de l'Apologie, qui a quelque chose à la fois de magnifique et tragique, qui pourrait être de Sioran. Bien, le jugement a été rendu, il est condamné à mort. Eh bien, mes chers amis, voici le moment de nous quitter. Vous, pour vivre, et moi, pour mourir. De vous et de moi, maintenant, qui a la meilleure part? Adelon panti, plento theo. Personne ne le sait, si ce n'est Dieu. Donc, il ne le sait pas. Mais, comme il dit, il a parié. Je parie pour quelque chose après la mort, et qui serait la même chose que ce qui avait précédé la naissance, et qui serait la contemplation du vrai dans sa plénitude. Donc de deux choses l'une, soit après la mort, on a la contemplation du vrai, et c'est tout bon. Il valait mieux parier là-dessus, parce que on perd rien, on gagne tout, comme dirait Pascal. Et rien n'est mauvais. Et alors sinon, il n'y a rien, et bon, s'il n'y a rien, au moins aura-t-on vécu heureux, et sera-t-on mort sans se plaindre. C'est cela. Donc dans les deux cas, on est gagnant. Lorsque Phédon dit, comme il nous a guéris de deux choses. En nous rendant compréhensibles, si j'ose dire cohérentes, les contradictions du monde dans lequel nous vivons. Nous aurons compris qu'il est dans l'ordre des choses que tout soit dans le désordre. Et d'autre part, il nous a guéris de l'angoisse de la mort, car ce qui rend la mort angoissante, c'est qu'elle n'est pas l'achèvement d'une vie, mais parce qu'elle a toute chance d'être l'inachèvement d'un destin. Précisément parce que nous n'avons cessé de désirer, de poursuivre quelque chose que nous n'avons jamais obtenu. Si nous mourons avant de l'avoir possédé, c'est toute notre vie qui est en quelque sorte naufragée, perdue. Nous avons vécu pour rien. Donc si la mort nous surprend avant que nous l'ayons gagné, la mort nous ôte tout, même ce que nous avons eu. Inversement, quand on sait que ce que nous désirons est au-delà de la mort n'est pas ce qui risque de nous ôter notre raison de vivre, mais au contraire, ce qui nous la rend possible. Donc voilà comment Socrate nous a guéris, me semble-t-il, de l'angoisse de la mort.
Je ne saurais trop évidemment vous conseiller la lecture ou la relecture du Banquet de Platon, comme du petit livre merveilleux de Grimaldi, intitulé Socrate le sorcier, publié en 2004 aux Presses universitaires de France. Commentaire, Socrate, maître et contre-maître, une émission proposée par Raphaël Antoven. Si les débats étaient vraiment une affaire de raison, un échange d'arguments, il serait moins rare de voir un individu admettre qu'il se trompe. Mais en général, dans un débat, comme on dit, les participants se contentent d'attendre poliment, à tour de rôle, que l'autre ait fini de parler, pour dire ce qu'ils avaient prévu de dire dès avant que l'autre ait pris la parole. Le débat, ce lieu commun de la démocratie, n'est souvent qu'une addition de monologues, un exercice narcissique où chacun, comme dit Deleuze, fait le beau à tour de rôle, attendant avec anxiété le moment de récupérer le crachoir pour y caser sa bonne phrase. Ce phénomène de mauvaise foi démocratique est particulièrement frappant en politique, dont les acteurs incarnent toujours une opinion, une parcelle de vérité, représentent une corporation d'électeurs, donc un point de vue particulier sur le monde, mais tout en feignant, pour les besoins de la cause, de parler au nom de la raison. Mais que reste-t-il de la raison quand elle peut être brandie aussi bien par Alain Madelin que par Arlette Laguillet ? Le jeu de la politique gagnerait en consistance si, à la question de savoir ce qu'on dit, il substituait la question de savoir ce qui nous fait le dire. Si, au lieu de se réclamer de la raison, il examinait les raisons qui nous persuadent à tort d'être dans le vrai. S'il savait que dire à l'autre qu'il a raison en un mot, ça n'est jamais perdre la face. Mais ne vous y trompez pas. L'homme ou la femme politique ne veut pas avoir raison, il veut juste avoir raison de l'autre. La vérité, sa vérité, ne sert qu'à donner tort à l'adversaire. Le débat n'est qu'un combat, et la raison elle-même, déraisonnable en cela, n'est jamais qu'une opinion qui se prend pour parole d'évangile. À ce compte-là, comme le dit Nietzsche dans le texte que vous allez entendre, ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. La figure de Socrate est au cœur de cette ambivalence essentielle, car le silène philosophe est tantôt le maître glorieux qui force à penser par soi-même en détruisant les préjugés, tantôt le contremaître sournois, le sorcier, l'indispensable gourou qui flatte ce que nous avons de plus servile et remplace un dogme par un autre. Avait-il, demande Nicolas Grimaldi, inventé sa vérité comme un moyen pour nous aveugler et nous empêcher de voir l'horrible vérité? Ou la vérité était-elle son unique fin et n'avait-il d'autre but que de la découvrir? Bref, Socrate est-il un maître qui nous apprend la maîtrise de soi ou un esclave qui se cherche en définitive un maître à dominer? Telle est la question que Commentaire se posera aujourd'hui à partir du dialogue de Platon intitulé Le Gorgias et en compagnie de Nicolas Grimaldi, philosophe et auteur de Socrate le sorcier, publié aux Presses universitaires de France, pour la deuxième et dernière partie d'un long entretien consacré au père de la philosophie tel qu'on l'enseigne un peu partout. Avec Socrate, le goût grec s'altère en faveur de la dialectique. Que se passe-t-il exactement ? Avant tout, c'est un goût distingué qui est vaincu. Avec la dialectique, le peuple arrive à avoir le dessus. Avant Socrate, on écartait dans la bonne société les manières dialectiques. On les tenait pour de mauvaises manières. Elles étaient compromettantes. On en détournait la jeunesse. Aussi se méfiait-on de tous ceux qui présentent leurs raisons de telle manière. Les choses honnêtes, comme les honnêtes gens, ne servent pas ainsi leurs principes avec les mains. Il est d'ailleurs indécent de se servir de ses 5 doigts. Ce qui a besoin d'être démontré pour être cru ne vaut pas grand-chose. Partout où l'autorité est encore de bon ton, partout où l'on ne raisonne pas, mais où l'on commande, le dialecticien est une sorte de polichinelle. On se rit de lui, on ne le prend pas au sérieux. Socrate fut le polichinelle qui se fit prendre au sérieux. Qu'arriva-t-il là au juste? Vous parlez dans votre livre Socrate le sorcier, Nicolas Grimaldi, vous dites que le premier des logiciens, que l'inventeur de la dialectique ait pratiqué la philosophie comme une sorcellerie, c'est ce qu'il nous faut tenter de comprendre. Et vous pointez chez Socrate une sorte de connivence entre le rationnel et l'irrationnel. En somme, le père de la dialectique, le père de la raison, celui de l'argumentation, l'homme le plus rigoureux qui soit, le débatteur, le rhéteur le plus précis, le sophiste, si j'ose dire, le plus conséquent et le plus sérieux qui soit, l'homme de raison, bref,
est également un homme d'esprit, mais d'esprit au pluriel. Hein. C'est-à-dire, c'est aussi un chaman, c'est aussi un sorcier, c'est aussi quelqu'un qui parle du démon, de son propre démon. Alors, comment cette connivence s'effectue-t-elle? Comment est-ce qu'on en vient de l'exercice le plus strict et le plus rigoureux de la raison à une philosophie qui relève presque de la pensée magique? Oui, vous situez bien le problème. C'est que, alors d'une part, c'est vrai, il y a tout cet appareil anthropologique ou ethnographique sur le rôle du daimon. Donc du démon de Socrate, le fameux démon. Lorsque vous évoquez l'homme le plus rigoureux et cependant inspiré par son démon, vous diriez la même chose de Descartes, qui dans un songe reçoit la révélation de la mathématique universelle et de la nouvelle science. Mais, à la différence de Descartes, dont le rationalisme n'est peut-être pas aussi rigoureux qu'on le dit, à la différence de Descartes, Socrate ne présente pas sa doctrine comme un système de la vérité, mais comme une croyance. Et il ne cesse de le dire. C'est ce que j'ai supposé. C'est un beau risque. Et alors, l'accumulation des références, c'est la belle espérance, la magnifique espérance, le bel espoir, etc. Donc Socrate est le père de tous les prophètes de l'espérance. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment le premier chrétien de ce point de vue. Il est vrai que les premiers penseurs chrétiens ont emprunté le langage platonicien pour exprimer, codifier, conceptualiser leur foi. Et à cet égard, c'est ce qui fait que lorsqu'on lit les textes platoniciens, ils ont l'air d'anticiper, par exemple, lorsque Socrate parle de ces sortes de paris, ou bien, il y a quelque chose après la mort, et par conséquent, ça vaut la peine de s'y consacrer, ou bien il n'y a rien, et de toute façon, nous n'aurons rien perdu. Les termes sont presque identiques à ceux du pari pascalien, du moins la logique est identique à celle du pari pascalien. Soit on gagne tout, soit il n'y a rien à gagner, on ne perd rien non plus. Car la seule chose qu'on aurait perdu, c'est les quelques plaisirs qu'on aurait pu poursuivre. Or, le propre du plaisir, c'est qu'on le poursuit toujours, et, dit-il, qu'on ne l'obtient jamais, puisque au zénith du plaisir, au moment de la transe, c'est la mélancolie qui suit la volupté. Le plaisir se détruit lui-même, comme le phénix. En même temps, si le caractère du plaisir, et là on fait un petit détour pas très platonicien, mais enfin si le caractère du plaisir est de ne pas durer, il y a une sagesse du plaisir à laquelle pour le coup Platon est tout à fait étranger, qui serait presque une sagesse bergsonienne, une sagesse de l'instant, une infinie sagesse qui consisterait à être et savoir au même moment pour un instant fugace, qui consisterait à vivre et à penser ce qu'on vit au même moment. Ce que je veux dire, c'est que on parlait de faire l'amour tout à l'heure, mais le moment de l'orgasme est donc précédé des préliminaires et suivi d'une douce lassitude, etc., etc. Mais le moment en lui-même, précisément, ne dure pas. Il n'a de consistance matérielle là que parce qu'il est encadré par les préliminaires et la cigarette qui vient après, si vous voulez. Donc, cet instant même du plaisir. Ce que vous caractérisez ainsi, c'est qu'il y a, et certainement dans toute philosophie, un certain nombre d'a priori affectifs qui ne sont jamais remis en question. Dans le cas de la pensée platonicienne, dans le cas du Socrate que nous connaissons à travers les divers témoignages, et principalement à travers Platon et Xénophon, le sacre de l'instant est quelque chose qui n'est jamais pris en considération. Comme si ce qui peut cesser peut décevoir, et par conséquent, ce qui ne durera pas toujours ne doit pas être désiré. Il y a comme une sorte de panique, a priori, comme dirais-je, une sorte de complexe de l'abandon. Hein? Il faut surtout ne pas posséder ce qu'on pourrait perdre. Trouille du provisoire. Hein. C'est ça. Le transitoire est l'horrible. À quoi bon la coupe s'il y a l'amertume au fond du verre? Il ne faut aimer que ce dont on sera toujours aimé, que ce qu'on pourra toujours aimer. Hein? En fait, entre le platonisme de Socrate et un authentique pessimisme, il n'y a de différence que celle qu'il y a entre un homme qui espère et un homme qui a espéré et s'est trouvé déçu. Tout à fait. Ce n'est pas sans noblesse, Calliclès, que tu as exposé ton point de vue. Tu as parlé franchement. Toi, en effet, tu viens de dire clairement ce que les autres pensent et ne veulent pas dire. Je te demande donc de ne céder à rien, en aucun cas. Comme cela, le genre de vie qu'on doit avoir paraîtra tout à fait évident. Alors explique-moi. Tu dis que si l'on veut vivre tel qu'on est,
Il ne faut pas réprimer ses passions, aussi grandes soient-elles, mais se tenir prêt à les assouvir par tous les moyens. Est-ce bien en cela que la vertu consiste? Oui, je l'affirme, c'est cela la vertu. Il est donc inexact de dire que les hommes qui n'ont besoin de rien sont heureux. Oui, parce que si c'était le cas, les pierres et même les cadavres seraient tout à fait heureux. Mais tout de même, la vie dont tu parles, c'est une vie terrible. En fait, je ne serais pas étonné si Euripide avait dit la vérité. Je cite le vers. « Qui sait si vivre n'est pas mourir et si mourir n'est pas vivre ?» Tu sais, en réalité, nous sommes morts. Je l'ai déjà entendu dire par des hommes qui s'y connaissent. Ils soutiennent qu'à présent nous sommes morts, que notre corps est notre tombeau, et qu'il existe un lieu dans l'âme, là où sont nos passions, un lieu ainsi fait qu'il se laisse influencer et balloter d'un côté et de l'autre. Eh bien, ce lieu de l'âme, un homme subtil, sicilien ou italien, je crois, qui exprime la chose sous forme d'un mythe, en a modifié le nom. Étant donné que ce lieu de l'âme dépend de ce qui peut sembler vrai et persuadé, il l'a appelé passoire. Par ailleurs, des êtres irréfléchis, il affirme qu'ils n'ont pas été initiés. En effet, chez les hommes qui ne réfléchissent pas, il dit que ce lieu de l'âme, siège des passions, est comme une passoire percée, parce qu'il ne peut rien contrôler ni rien retenir. Il exprime ainsi l'impossibilité que ce lieu soit jamais rempli. Pour vous livrer le fond de ce que je pense à cet égard, c'est que, et Calliclès ne s'y est pas trompé. Calliclès, c'est l'interlocuteur de Socrate dans le Gorgias. C'est ça, qui est un jeune homme brillant, qui mène la politique athénienne, et qui pense que la philosophie sont des jeux d'enfants qui ne mènent à rien, qui sont divertissants, qui sont des exercices de l'esprit, mais qui sont indignes d'un homme mûr, qui se doit à ses concitoyens, à la vie de la cité. Et lorsque Socrate nous promet la plénitude absolue dans la contemplation de l'éternité, Calliclès lui dit, mais le bonheur que tu nous promets, c'est le bonheur des pierres et des morts, ce qui ne laisse rien attendre. Tant ce que Socrate veut conjurer, c'est précisément, je vais le dire en patois, ce qu'il veut conjurer, c'est l'inquiétude de la médiation indéfinie. Tendre sans cesse vers quelque chose qu'on ne m'éteindra jamais, ce qu'il confessera dans ce mythe de la création de l'âme dans le Timée. Vivre d'un échec indéfiniment continué, ça lui paraît l'enfer. Ce à quoi il aspire, c'est en quelque sorte au sein maternel. Et donc la plénitude. Voilà, c'est l'immédiation. Or, à juste titre, Calliclès lui répond, mais l'immédiation absolue, la fin de toute inquiétude, de toute angoisse, de toute tension, de tout élan, etc., de toute temporalité, c'est la fin de la vie. Car le propre de la vie est d'être cette tension qui n'est jamais résolue. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, vous parlez de Calliclès. Parlons de Calliclès. Donc, Calliclès est l'interlocuteur du Gorgias, enfin l'un des interlocuteurs du Gorgias, puisqu'il y a Polos également, Gorgias et Calliclès. Mais enfin, Calliclès est celui qui clôt le dialogue, enfin qui en fait la moitié. Qui claque la porte. Voilà, et qui claque la porte. Et Calliclès est celui qui dit donc à Socrate que la philosophie, ce sont des enfantillages. C'est pas très sérieux, ces machins qui nous envoient ailleurs que dans la vie pour nous proposer une éternité, alors qu'ici-bas on ne peut pas y prétendre et que précisément, quand on est un peu sérieux, on passe pas sa vie à faire de la philosophie justement, mais on passe sa vie à vivre. Donc il oppose effectivement cette figure-là. Calliclès est aussi celui que l'instantanéité du plaisir n'effraie pas. N'est-ce pas? Alors que Socrate, lui, ne se résout pas à un plaisir qui ne dure pas, en somme. Ils débattent à un moment tous les deux de la question de savoir s'il vaut mieux subir l'injustice ou la commettre. Et Socrate dit, quand les faibles s'unissent pour triompher du tyran, ils sont plus forts que le tyran. Calliclès dit, non. Le tyran demeure le plus fort même si on triomphe de lui. Car une coalition de faibles, de ressentiments ou de victimes peut fabriquer un pouvoir supérieur au tyran. Mais en force, les faibles demeurent les faibles et le fort demeure le fort. Ce que je veux dire ici, c'est que la conversation Socrate-Calliclès, c'est la conversation Nietzsche-Platon. C'est juste sur la question de la faiblesse et de la force. Les dérèglements qu'il avoue et l'anarchie dans les instincts ne sont pas les seuls indices de la décadence chez Socrate.
C'en est un indice aussi que la superfétation du logique et cette méchanceté de rachitique qui le distingue. N'oublions pas non plus ces hallucinations de Louis qui, sous le nom de démons de Socrate, ont reçu une interprétation religieuse. Tout en lui est exagéré, bouffon, caricatural. Tout est en même temps plein de cachettes, d'arrière-pensées, de souterrains. Je tâche de comprendre de quelle idiosyncrasie a pu naître cette équation socratique, raison égale vertu égale bonheur, cette équation la plus bizarre qu'il y ait, et qui a contre elle en particulier tous les instincts des anciens Hellènes. Cette confrontation, c'est la confrontation du fait au droit. Calliclès, c'est la voie de la nature. Dans la nature, le plus fort l'emporte sur le faible. Et si c'est pas le plus fort physiquement, le plus rusé l'emportera sur le plus fort physiquement. Donc la loi de la nature, la loi de la vie, c'est que le plus fort triomphe. Or le triomphe, c'est celui en qui la vie exulte. Et à cette loi de la nature, Socrate semble opposer une sorte de loi du surnaturel. C'est-à-dire la loi du droit, en quelque sorte la loi de l'esprit, au sens où l'esprit, de manière qui anticipe Hegel, de la manière où l'esprit, c'est ce qui nie la nature dans l'homme. Dans la mesure où je me conforme à la naturalité qui est en moi, je cherche à l'emporter sur les autres. Dans la mesure où je vis selon l'humanité qui est en moi, j'essaie de refouler ou de répudier la naturalité qui est en moi, et par conséquent, de résilier ce désir de l'emporter sur les autres. La seule chose que je puisse espérer d'eux, ce n'est pas les dominer, mais obtenir le consentement de leur raison. C'est-à-dire nous unir dans l'identité de ce qui nous fait l'un et l'autre, et tous ensemble, des hommes. Oui, mais pourtant, Socrate passe son temps à dominer ses interlocuteurs en usant de la raison, en usant de la dialectique. Il passe son temps à expliquer que ce soit Ménon, Alcibiade, Agathon, il passe son temps à remettre ses interlocuteurs à leur place, précisément, et à les rappeler ce qu'ils sont. Je veux dire, cette phrase de Nietzsche qui ferait hurler toute personne bien pensante, qui est « il faut toujours protéger le fort contre le faible », est une phrase qui tient au fait que le faible, ou la coalition des faibles, est beaucoup plus forte que le fort, en un sens, et que le fort, c'est-à-dire la nature généreuse, c'est-à-dire dans l'esprit de Nietzsche, l'aristocrate athénien, est souvent humilié par le faible, qui lui se sert de la dialectique de la raison pour l'écraser. Ce que Socrate appelle dialogue ou maïeutique, Nietzsche en fait un combat. Et c'est très frappant d'ailleurs dans le rapport entre Socrate et Calliclès, non? Non, il est vrai que le dialogue socratique n'est qu'un dialogue, il n'est qu'un dialogue par la rhétorique, parce que Socrate parle, dit, n'est-ce pas? Certainement, faudra... C'est tout à fait comme tu dis, l'assentiment est nécessaire. Alors, la fin, rien que la fin, est-elle pénible, oui ou non? Elle est pénible, oui. Et c'est pareil pour la soif. Oui, tout à fait. Bon. Dois-je poser encore plus de questions ou es-tu d'accord pour dire que tout besoin, que tout désir sont des états pénibles? Je suis d'accord avec cela, ce n'est pas la peine de m'interroger. Soit. Donc, si on boit quand on a soif, c'est agréable. Qu'en dis-tu? Oui, c'est agréable de boire quand on a soif. Tout de même, dans ce que tu viens de dire, avoir soif signifie qu'on éprouve quelque chose de pénible. Oui. Mais si on boit, on comble le besoin de boire, et c'est un plaisir. Oui. Alors quand tu dis qu'on boit, tu dis qu'on jouit d'un plaisir. Parfaitement. Quand on a soif, bien sûr. Oui, en effet. Et donc, quand on ressent une souffrance. Oui. Te rends-tu bien compte de ce qui arrive? Voici, on jouit en même temps qu'on souffre. C'est ce que tu dis, puisqu'on boit quand on a soif. Sinon, c'est qu'il n'est pas vrai que ces deux états se produisent simultanément, au même lieu et au même moment, que ce soit dans l'âme ou dans le corps, comme tu veux, car à mon sens, cela ne fait aucune différence. Est-ce vrai, oui ou non? C'est vrai. Pourtant, c'est bien toi qui disais qu'il était impossible d'être en même temps et heureux et malheureux. Oui, en effet, c'est ce que je dis. Mais malgré cela, tu es d'accord pour dire qu'il est possible d'éprouver à la fois la souffrance et la jouissance? Oui, il semble. Donc prendre du plaisir, ce n'est pas être heureux, pas plus qu'être malheureux, c'est ressentir de la peine.
En conséquence, voilà qui semble que l'agréable est différent du bien. Je ne sais pas quel tour de sophiste tu es en train de faire, Socrate. Tu le sais très bien, mais tu fais l'imbécile, Calliclès. Bon, avançons encore un peu. Alors il y a un premier argument socratique qui consiste à opposer à Calliclès même le tyran, celui qui fait ce qu'il veut, enfin plutôt, celui qui peut tout ce qu'il veut, n'obtient jamais ce qu'il désire. Précisément, parce que plus il fait trembler le monde, plus il tremble lui-même, et à mesure qu'il conquiert d'objets, de territoires, de royaumes, à mesure il est en mesure d'en désirer davantage, ce qui fait que son désir s'exaspère à mesure qu'il se satisfait. Donc il est toujours insatisfait. Donc première réponse, ce n'est pas du côté de la nature que nous devons espérer aucune satisfaction. Deuxième réponse, c'est dans cette domination que Socrate exercerait sur ses protagonistes. Et en effet, à cet égard, qui est le reproche que lui fait Nietzsche dans le problème de Socrate, dans le crépuscule des idoles. À cet égard, l'emporter sur les autres, et en effet, les mots qu'emploie Alcibiade, le banquise matérialique, tu as pris possession de moi, tu m'as captivé, tu m'as envoûté, je ne m'appartiens plus. Alors que c'est, pardonnez-moi, celui à qui il reproche de l'avoir envoûté et à qui il dit à cause de toi je ne m'appartiens plus, est celui qui lui inflige ce traitement précisément parce qu'il tient Alcibiade pour posséder et qu'il veut le faire accoucher de lui-même. C'est vrai. C'est ça. Mais là, il me semble, voilà, la différence entre Socrate et le sophiste, alors que les moyens sont les mêmes. L'un et l'autre ne se servent que du langage, et du langage, comme vous le dites, pour dominer. Mais, alors que le sophiste en attend un intérêt personnel, Socrate semble en attendre aucun intérêt. Peut-être, Nietzsche pourrait-il dire, si, son image en retire un grand intérêt. Mais du moins, n'en retire aucun intérêt matériel. Et à cet égard, la mort de Socrate prend une sorte d'effet pédagogique ou même rhétorique. La preuve suprême de ce que je crois, ce que je vous dis, ou même de ce que je n'attends rien, c'est que je ne me dérobe pas à la mort, même la plus injuste qui soit. Lorsque Créton viendra dans mon cachot pour me proposer de ramasser le doigt, oui. Non. Si injuste que soit le jugement qui était rendu, je ne vais pas soustraire le juste d'Athènes à la justice des lois. Donc, il me semble que entre les deux, il y a cette option métaphysique. L'un dit, il faut dominer les autres pour retirer de cette vie tout ce qu'elle peut avoir de meilleur. Et l'autre qui dit, cette vie n'a rien de bon, il n'y a rien à en attendre, par conséquent, je n'essaie pas de dominer les autres, ou si je les domine, ce n'est pas dans mon intérêt. Et ça, c'est tout le paradoxe de Socrate, qui, à la fois, se décrit lui-même d'ailleurs comme une torpille, un taon, un moustique, quelqu'un qui vous empêche de dormir, quelqu'un qui vous empêche de dormir, quelqu'un qui vous empêche de vous endormir sur vos certitudes, à la façon dont il dit à Ménon, alors dis-moi ce que c'est que la vertu, et puis alors Ménon essaie de lui dire, et Socrate lui dit, non mais tu me décris le vertueux mais pas la vertu, idem pour le courage, tu me parles du courageux et pas du courage, etc., etc., donc il empêche les gens de s'endormir sur la tranquille certitude qu'ils ont de savoir. Donc, de ce point de vue, il les rappelle à eux-mêmes en leur disant « Faites usage de votre raison au lieu de vous endormir sur l'héritage. Commettez le parricide de vous servir de la raison pour ne pas vous contenter de ce que vos pères vous ont appris. » Donc, de ce point de vue, c'est l'éducateur en chef. C'est le maître, c'est celui qui, effectivement, fait accoucher les gens d'eux-mêmes. Mais en même temps, le Socrate, torpille, moustique, taon, donc celui qui empêche de dormir, c'est le même homme qui, cette fois-ci, sert de sédatif. C'est le même homme qui enseigne, ce qu'il y a après la mort, en le décrivant. C'est le même homme qui dit, voilà ce qu'est la vérité. De temps en temps, on a un Socrate qui ne sait rien. De temps en temps, on a un Socrate qui sait tout. Il y a deux catégories de Socrate chez Platon. Il y a celui qui ne sait jamais, qui sait qu'il ne sait rien. Et puis, il y a celui qui sait la vie après la mort, comment ça se passe, la cité idéale, le bien, la justice, la vertu, etc. Donc, il y a vraiment deux Socrates. Donc, il y a à la fois la torpille, l'anguille, l'électricité, et de l'autre côté, le sédatif, celui qui propose un régime idéal, une société parfaite, bref. D'un côté, il empêche de dormir, de l'autre, il fait rêver. Vous avez tout dit. Vous avez caractérisé les paradoxes de Socrate. Dans le discours d'Alcibiade qui évoque le personnage... Dans le banquet, donc ce qu'a inventé Socrate, c'est la logique comme filtre. La logique dionysiaque. La logique comme sorcellerie. Filtre, pH. pH, oui. Ah oui, vous avez raison, oui. Comme breuvage. Breuvage. C'est ça.
le paradoxe de Socrate, alors c'est le premier moment de Alcibiade lui dit, c'est un sorcier, il vous envoûte. Deuxième moment, et cet homme, vous ne pourrez pas le saisir car il est prodigieusement paradoxal. Il est toujours double, à la fois ceci et cela, il unit tous les contraires. Il est à la fois laid et beau, l'extérieur, on le fuirait, mais l'intérieur est fascinant. Oui, c'est la fameuse métaphore du silène par laquelle Socrate se désigne lui-même. Rappelez-vous la même métaphore lorsque, au début du mythe de la caverne, donc au livre 7 de la République. Au livre 7 de la République, il dit, voilà, il faut convertir le regard, l'âme, la retourner, la mettre sans dessus-dessous, pour qu'elle contemple les idées au lieu de regarder les choses terrestres, les phénomènes du monde en devenir. Et on a voilà un projet, c'est pas aussi facile que de retourner une huître. Un vaste programme. Oui, car l'huître, le dehors de l'huître, c'est précisément rocailleux, couvert d'algues, de vases, etc. Et c'est comme l'extérieur du silène, qui est laid, mal foutu, informe. Mais lorsqu'on la retourne à l'intérieur, c'est l'aurore nacrée de la lumière qui se lève. Le jour se lève à l'intérieur de l'huître. Et la lumière est à l'intérieur de Socrate. Socrate, il ignore tout, mais en fait il sait tout. Socrate est l'amant de tous les jeunes gens, il fait la cour à tous les mignons qu'il voit. Mais il couche pas. Et en même temps, il est insensible à leur charme. Oui, d'où la fameuse exemple du Charmide. On lui propose, veux-tu qu'on le déshabille, Socrate, pour que tu vois comme il est beau? Il dit, mais commençons par lui déshabiller l'âme. Et à cet égard, si vous me permettez cet excursus, cette digression, lorsque Pascal parle du roseau pensant, il me semble qu'il dit exactement la même chose. Car si la philosophie a un sens, non pas le sens platonicien de pourvoir l'humanité d'aphrodisiaque ou d'analgésique, si la philosophie a un sens, c'est d'élucider les paradoxes infinis qui caractérisent la condition humaine, le fait de la conscience. Le roseau pensant, c'est la même chose que ce silène. En tant que roseau, il appartient à la nature, on peut le déraciner, le moindre vent peut l'arracher. Mais en tant que pensant, cette petite créature finie pense l'infinité de l'espace, l'infinité du temps, l'infinité des hommes. Donc c'est le fini qui est habité par l'infini. En tant qu'il est pensant, il a l'exigence du devoir, de la justice, et par conséquent, comme dirait un autre philosophe, comme dirait par exemple Kant, eh bien, la nature peut m'anéantir à chaque instant, mais elle ne pourrait pas me contraindre au plus petit mensonge. Donc elle peut m'anéantir, mais non pas me contraindre. Et c'est ce qui fait l'expérience du sublime dynamique chez Kant. C'est ce qui fait dire à Pascal qu'on a beau être mortel, au moins on le sait. C'est ça. Et ce qui fait notre misère est aussi ce qui fait notre grandeur. Ce paradoxe que nous ne cessons de reconnaître, d'inventorier dans Socrate, c'est le fait même de l'humanité, et c'est ce fait même qui est l'objet de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie est en train de faire? D'élucider ces paradoxes, au moins c'est possible. L'adversaire en chef de Socrate, c'est le sophiste. C'est Thrasymachs, c'est Calliclès, c'est celui qui use du langage, non pas pour apprendre quelque chose, mais pour apprendre à parler de n'importe quoi, et qui par conséquent fait son deuil de l'idée de la vérité. Ce faisant, d'ailleurs, on peut tenir les sophistes pour les pères de la démocratie, au sens où, du coup, chaque expression de l'opinion devient légitime puisque personne ne détient la vérité. Alors que dans les dialogues socratiques, il y a toujours un moment où Socrate coince son adversaire et lui dit « Ah, là, ce que tu as dit serait contradictoire avec ce que tu as dit plus tôt, par conséquent, tu ne peux plus revenir sur tes propres mots et toutes les thèses ne se valent pas du point de vue de Socrate. » Alors que pour le sophiste, toutes les thèses se valent. Mais en même temps, ce que vous me dites là fait de Socrate le plus grand des sophistes, le premier sophiste, dans la mesure où finalement, ce qu'il fait triompher, quand vous dites, il espère en l'au-delà, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne la connaît pas, la vérité. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ce que fait triompher Socrate, c'est d'abord son opinion. Oui, mais il me semble qu'il y a une différence entre la croyance, par exemple, des prisonniers de la caverne, qui croient que les ombres sont les réalités, et la croyance socratique. Peut-être pourrait-on faire la même différence que faisait Alain entre la croyance et la foi.
La croyance, en un premier sens, est comme une sorte de crédulité, elle s'ignore comme telle. Elle croit qu'elle énonce la réalité, que la réalité s'impose à elle. Je crois ce que je vois. Tandis que la deuxième croyance, celle de Socrate, celle qu'il nous propose, dont il aimerait nous persuader, dont il nous dit que quant à lui, il est persuadé. C'est une croyance qui se connaît comme croyance, qui sait que ce n'est pas une vérité, la vérité ne s'en impose pas, nécessairement ni absolument. Mais c'est ce que je veux croire. Il y a une différence entre l'involontaire, la crédulité, et le volontaire, la foi. Oui, mais le fait de vouloir croire est aussi Si une façon... improbable soit-il, c'est l'unique chance pour que la vie ait un sens. Et je parie là-dessus. Et du même coup, en vivant conformément au sens de ce que je crois, sachant que ce n'est qu'une croyance, en vivant conformément à ce sens, je témoigne du sens que pourrait avoir la vie. C'est la raison pour laquelle Socrate ne supporte pas quand son interlocuteur n'est pas d'accord avec lui. Calliclès l'exaspère. C'est vrai. Il demande toujours à son interlocuteur d'assentir. Mais, enfin, c'est une question que j'aimerais vous poser, parce que je me la pose à moi-même. Dans cette dispute incessante qu'entretient Socrate avec les sophistes, je me demande si la principale cause de cet agacement, comme vous le dites si bien, n'est pas l'irritation que lui donne l'imposture. Le monde est fait d'impostures. Le général ne sait même pas ce que c'est que le courage. Le plus brillant élève du plus brillant des géomètres, Théétète, ne sait pas ce que c'est que la science. Gorgias, le plus brillant orateur, ne sait pas ce que c'est que la rhétorique, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Tous ces gens-là, qui se prévalent de leurs compétences, n'ont en fait aucune compétence. Au point que finalement, lorsque Gorgias se vante auprès de Socrate, disant « Socrate, figure-toi que quelque personne que ce soit l'homme le plus intelligent, le plus lucide, s'il est malade, qu'on fasse comparaître à son chevet un de mes élèves, un sophiste, et un médecin, le plus compétent soit-il, laisse parler mon sophiste, je te parie que c'est lui qui enlève le morceau, et le malade préférera se confier aux mains du sophiste qu'à celui du médecin. L'incompétence gagne à tout coup. Eh bien, je me demande si ce n'est pas cette imposture, cette impudence, qui soulève Socrate aussi bien contre les sophistes que contre la démocratie, au sens où la démocratie, c'est l'ensemble des sophistes au chevet du démos. Du peuple, donc. Oui. En gros, est-ce que Socrate ne se fait pas une idée du savoir qui serait la suivante? Je ne peux pas être courageux sans savoir ce qu'est le courage. Je ne peux pas être vertueux sans savoir ce qu'est la vertu, alors que... C'est juste. Alors que... Nous savons tous, d'expérience, mais c'est un mot que Socrate finalement n'aime pas tant que ça, nous savons tous d'expérience qu'on peut être courageux sans donner une définition du courage, et que c'est même la personne du courageux, comme le dira Aristote après Platon, qui en elle-même fournit la norme du courage, par son activité, par son geste, par l'instant propice à l'intérieur duquel il accomplira le geste dont on pourra dire ensuite qu'il est courageux. Bref, est-ce que Socrate ne dénonce pas l'imposture dans la mesure où il voit l'imposture là où les gens ne savent pas, alors que en somme, pour Socrate, le savoir doit précéder l'action, mais imaginons un instant que l'acte précède le savoir, que l'activité précède la puissance, que le geste précède la science de ce geste. Bref, qu'on soit chez Aristote, dans un monde non pas intelligible mais intelligent, à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas là une réponse à ce que Socrate désigne comme l'imposture? Après tout, Gorgias ou Calliclès, c'est peut-être un excellent gouvernant. Après tout, un médecin qui parle bien à son patient. Peut-être qu'il le persuade qu'il va mieux. Qui sait si ça marche pas? Vous voyez ce que je veux dire? Je crois. Oui, mais je voudrais soumettre à votre examen un texte très connu qui, dans le mythe d'Air, à la fin de la République... Donc au livre 10 de la République, c'est le mythe d'Air, le pamphilien. Alors les âmes qui, après la mort, les unes, ont passé 10 000 ans à contempler les idées dans la plénitude de leur vérité. Les autres ont expié dans le Tartare par des supplices sans nom, etc., les vices, les injustices qu'elles avaient commises dans leur vie. Hein. Finalement, elles sont rassemblées et un héros distribue les destins, les sorts. Et choisit le premier, un paysan
Un modeste paysan qui avait mené une vie obscure, tranquille, inconnue, ne faisant de mal à personne. Et ayant la chance de choisir le premier, il voit une énorme tyrannie, se jette dessus. Ah, quelle chance, j'ai choisi le premier. Ensuite vient Agamemnon, le roi des Grecs, et Agamemnon choisit d'être aigle. Autrement dit, lui qui dominait tous les autres, il choisit de dominer une fois encore. Ajax, le combattant intrépide de l'Iliade, choisit d'être lion. Orphée, le chant, l'Aède, choisit d'être cygne. Donc, il recommence la même vie. Et Thersites, qui fait le singe tout au long de l'Iliade, choisit d'être singe. Le dernier à choisir est Ulysse. Et on lui propose une existence tout à fait obscure, tout à fait modeste, tout à fait paisible, de cultivateur à l'écart de tout le monde. Et si j'avais choisi le premier, je n'aurais pas choisi un autre. Ce qui nous laisse à présumer de ce que quelques-uns comme Périclès, Simon, Miltiade ne furent justes que faute d'occasion d'être injustes, comme Ulysse ne fut un homme aventureux que faute d'avoir eu l'occasion de vivre tranquillement avec sa femme en fumant ses pipes. Alors, d'une part, chaque âme est une nature, chaque âme est à elle-même son propre destin, ce qui fait qu'elle se perpétue à travers les cycles des générations. Mais il n'y a pas simplement la cause divine, c'est comme les lois éternelles qui régissent le monde, il y a aussi une causalité errante, celle qui s'ensuit de l'élément de l'autre, comme dans le Timée, qui perturbe tout, ce qui fait qu'il y a du hasard, ce qui fait qu'il y a des accidents, ce qui fait que les voyages n'arrivent pas toujours à bon port, c'est ce qu'a fait l'Odyssée. Et c'est ce qui fait que certains sont dévoyés de leur propre nature, et c'est ainsi que quelqu'un aurait été juste, et finalement aurait été commis quelqu'un juste, etc. Donc il me semble que lorsqu'on évoque l'homme d'action, par exemple l'homme courageux, qui révèle sa vertu dans l'acte, indépendamment d'aucune connaissance, il me semble que Socrate dira, il a été courageux par accident, car s'il fut courageux, c'est par ignorance du danger. Vous croyez que Socrate, à Potidée, a été courageux par ignorance du danger? Non, et c'est pourquoi Alcibiade nous dit que c'est l'homme le plus courageux, parce que il est invincible dans la mêlée, indifférent au danger, au point de risquer sa vie, de sauver la vie d'Alcibiade, de sauver celle d'Alcibiade, indifférent aux honneurs, car ayant sauvé Alcibiade, ayant résisté à un poste difficile où on l'avait placé, lorsqu'on veut récompenser, non, récompense Alcibiade, alors ça fait partie de ce personnage qui est à la fois inflexible, il peut boire comme un trou, et il n'est jamais ivre. Dans la bataille, il peut s'employer, être de toutes les entreprises, de tous les combats, et cependant être jamais fatigué. Ça fait partie des paradoxes de Socrate. Oui, mais alors, pour Socrate, par exemple, nul n'est méchant volontairement. En d'autres termes, si on a la connaissance du bien, on ne peut pas commettre le mal. On peut objecter à Socrate que quiconque connaît le bien peut également mal se conduire. Comme dirait Ovide, je vois le bien et je l'approuve, et pourtant c'est le mal que je fais. Oui. De la même façon, un bon médecin, Nicolas Grimaldi, un bon médecin n'est pas juste quelqu'un qui connaît le Vidal par cœur. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui administre le bon médicament ou la bonne phrase au bon moment au malade qu'il a sous les yeux, sachant que chaque malade est un cas de figure particulier. Donc, là encore, si la connaissance est nécessaire, elle est quand même dans l'exercice d'une fonction. Elle est quand même consécutive à l'acte, au geste qu'on accomplit. J'aurais voulu vous résister. Mais ce qui vous donne raison, c'est ce qu'il dit dans le Phèdre. C'est que le bon orateur n'est pas seulement celui qui connaît la vérité du thème dont il va traiter, c'est aussi celui qui connaît la diversité singulière des esprits auxquels il s'adresse et qui adapte ses discours à la capacité de ceux auxquels ils sont adressés. Donc vous avez raison, l'orateur est comme le médecin, c'est-à-dire qu'il doit adapter l'universel au particulier, ce qui anticipe la justice aristotélicienne. Vous avez raison. Et cependant, c'est peu platonicien. Mais vous avez raison. Donc il y a chez Platon la possibilité d'une vertu qui se passe de sa définition, qui existe dans l'acte lui-même. Il y a chez Platon la possibilité d'un courage qui se passe de se connaître. La phrase d'Ovide, vidéo meliora proboque,
Et détaillé à ses quoi. Je vois le bien, je l'approuve, et pourtant c'est le mal que je suis. Je suis complètement d'accord, et cependant je fais le contraire. Ce n'est pas platonicien, pourquoi? Du moins c'est ainsi que je le comprends, peut-être que je me trompe. C'est parce que Platon ne distingue pas la vie de la pensée. Je peux voir le bien faire le mal, non. Je peux voir le juste être injuste, non. Car si je vois la justice m'absorbe au point de m'imprégner tout entier, je deviens juste de part en part, au point de je deviens incapable d'injustice. Ça c'est platonicien. Et il me semble qu'il n'y a pas chez Platon de distinction, ou plutôt de, comment dire, il distingue pas deux ordres, dont l'un serait l'ordre théorique, l'ordre de la pensée, et l'autre l'ordre pratique, l'ordre de l'action. C'est un seul et même ordre. C'est pourquoi il me semble que l'entreprise dialectique, lorsque, remontant d'une idée à l'idée constituante, à celle qui la fonde, qui la suppose, on remonte ainsi jusqu'au principe de toute chose, jusqu'à l'absolu, ce à quoi tout est relatif et qui n'est relatif à rien, l'âme se construit elle-même, l'âme se fait elle-même, je vais dire, à mesure qu'elle construit ou qu'elle reconstruit la généalogie des idées. L'ordre logique devient un ordre psychologique. Et c'est ça qui est proprement platonicien. C'est bien, mais il y a quand même deux façons de ne pas distinguer la vie de la pensée. Une façon consiste à indexer la vie sur la pensée en disant que la véritable vie c'est la pensée, et une autre façon consiste à faire surgir la pensée des expériences vitales qu'on peut parcourir. À tel moment on a rencontré un tel, et cette rencontre a valu tel comportement et tel comportement nouveau, de considérer que le courage ou la lâcheté c'est ça. Non? Oui, bien sûr, mais de même que dans le premier Descartes, il n'y a pas de place pour l'expérience. Aristote vous dit, au début d'un traité, arche gar to hoti. Le principe, le fondement, c'est le fait. Ce qu'on observe, ce qui est là. Comme dirait un médecin. Ça, c'est anti-platonicien. Le fondement de la logique, c'est l'idée la plus simple, l'idée d'être. Ou l'idée d'un. Parce que tous les nombres, tout nombre est défini par le nombre antérieur plus un. Sauf le premier, qui n'est relatif à aucun. Donc, la pensée est l'organisation d'une logique. Et c'est la logique qui gouverne le monde. De même que dans le premier Descartes. Il suffit de bien juger pour bien faire. Avec ces différences que, chez Descartes, bien juger intellectuellement pour bien faire techniquement. Mais dans l'ordre moral, dans l'ordre affectif, évidemment, cela ne me dispense pas d'avoir un corps, et par conséquent, cela ne me dispense pas d'avoir des passions. Ce qui fait en même temps, mon âme bien conduite peut régler mes passions. Ce qui fait que les grandes âmes ont souvent des passions, et même de plus violentes que celles du commun. Mais cela n'est pas platonicien. Socrate n'a pas fait de place, encore que, vous vous rappelez, je crois que c'est dans le livre 4 de la République, pour montrer combien l'âme peut être divisée d'elle-même, il dit... parfois, n'est-ce pas, nous faisons des actions que nous réprouvons. Je vois le bien, je fais le contraire. Il y a un exemple, il dit, par exemple, c'est des cadavres, sont horribles, c'est ignominieux. Je me dis, il faut fuir cela. Et malgré moi, je ne peux pas résister à aller regarder ces ignominies. Ce qui prouve qu'il y a une partie de l'âme qui est divisée de l'autre. Dans cette occurrence, Socrate décrit une expérience peu platonicienne. Alors, très rapidement, il y a deux petites choses. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur la question de la réminiscence un instant. Puisque, pour Platon, savoir consiste à se ressouvenir. Ce qu'on sait correspond à une connaissance antécédente qui, à la faveur de ce qu'on rencontre, ressurgit, s'incarne. En d'autres termes, ce qu'on connaît, on le découvre au sens où il était déjà là, et on soulève le voile qui nous en séparait, de la même façon que c'était un voile qui nous séparait de nous-mêmes, et on renoue avec ce qui de nous-mêmes connaissait cette chose-là. Et donc, savoir, c'est se ressouvenir. À l'appui de la théorie de la réminiscence, on peut dire, combien de fois dans une journée voyons-nous quelque chose pour la première fois? Jamais. On reconnaît toujours ce qu'on voit. La plupart du temps, c'est rarissime de voir, imaginer une couleur qu'on n'a jamais vue, par exemple, ou quelque chose qu'on n'aurait jamais vu. C'est très rare. Donc on pourrait, à l'appui de la réminiscence, poser ça. Et en même temps, est-ce que ça n'est pas une philosophie dont le but est de conjurer ce que le monde peut avoir de nouveau ou d'inédit? C'est vrai. C'est vrai que la réminiscence fait du passé une promesse. Mais peut-être faudrait-il
Si nous en restons au niveau du mythe, et nous avons eu une existence antérieure, puis, ou bien le choc de la chute nous a rendus amnésiques, ça c'est dans le Phèdre, soit, comme dans le mythe d'Air à la fin de la République, les âmes sont réunies au bord d'un fleuve, c'est le fleuve de l'été. Oui, l'oubli. Le fleuve de l'oubli. Alors c'est toujours pareil. L'âme intempérante va boire goulûment et se rendre, par conséquent, le plus oublieuse. L'âme tempérante boira juste ce qu'il faut, se tremper le lait, juste de quoi se rafraîchir, et elle sera réminiscente. Donc, elle aura les moyens de se souvenir. Donc, de quelque mythe qu'il s'agisse, l'âme est toujours une âme est d'autant plus capable de vérité qu'elle est plus capable de réminiscence, elle est d'autant plus capable de réminiscence qu'elle fut plus tempérante. Alors, au niveau du mythe, on pourrait dire, en effet, ce que nous espérons de l'avenir, c'est ce que nous avons connu dans le passé. Et par conséquent, il faut courir en reculons. Cependant, une attention un peu plus soutenue à ce dont il s'agit nous fait comprendre la différence qu'il y a entre la réminiscence et le souvenir. Car le souvenir me rappelle ce qui est passé et ne reviendra plus. Ce qui fait que le souvenir justifie la nostalgie et le regret. Alors que la réminiscence, c'est le souvenir de ce qui ne passe pas. Voilà, c'est pour cela. Et c'est pourquoi elle justifie autant d'espérance que l'autre justifie le regret. Parce que ça ne passe pas, je pourrais le retrouver. C'est ce qui vous fait dire que le passé est une promesse. C'est ça. Donc, futurisation du passé. C'est un faux passé. C'est un faux passé, Voilà. puisque c'est un passé qui ne passe pas. Puisque c'est une connaissance qui n'a pas besoin qu'on s'en souvienne pour être vraie. C'est cela. C'est tout à fait cela. Mais alors, est-ce que l'impression qu'on a de comprendre quelque chose, ou de découvrir quelque chose, en regardant le monde tout simplement, ou en comprenant, enfin bref, en apprenant, l'impression qu'on a de se ressouvenir à la façon dont l'esclave dans le Ménon, à qui Socrate demande juste de parler le grec, comprend des principes de géométrie qu'il croyait ne pas connaître, mais en vérité il les découvre par lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il les avait en lui. Vous parliez du passé comme d'une promesse. Est-ce qu'on pourrait traiter la réminiscence finalement comme j'allais dire presque comme un déjà-vu, ou comme un rêve, finalement, c'est-à-dire quand on s'éveille d'un rêve, si familier que le rêve nous ait été pendant le sommeil, si familier que les personnages nous aient été, il arrive souvent qu'en se réveillant, ce rêve devienne tout d'un coup absolument étranger et qu'on ne garde du rêve qu'un parfum, qu'un soupçon. C'est ce que Mallarmé dit en parlant de la cueilliaison d'un rêve au cœur qu'il a cueilli. Bref, du rêve, il reste le souvenir d'avoir rêvé et finalement pas grand-chose. Et puis, il arrive que dans la vie, nous vivions quelque chose avec le sentiment de l'avoir déjà vécu, comme si à ce moment-là, le rêve, cette espèce de souvenir en souffrance, enfoui quelque part dans notre mémoire, trouvait à s'incarner dans la réalité elle-même. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, finalement, par la théorie de la réminiscence, et je le dis parce que c'est vous qui le dites, est-ce que la théorie de la réminiscence ne fait pas de Socrate un poète ? Je trouve magnifique ce que vous venez de dire. C'est vous qui le dites. Non. Alors quand vous dites, est-ce que cela ne fait pas de Socrate un poète ? Évidemment que oui. Rappelez-vous le début du Phédon. Le début. Donc le Phédon qui est le dialogue dans lequel Socrate de la mort meurt. de Socrate. À la fin, il rapporte la mort de Socrate. Dans quelques instants, Socrate aurait bu la ciguë à mort. Ses amis entrent dans son cachot et le trouvent en train de composer une poésie. Mais comment ? Tu n'as rien de mieux à faire, dans quelques instants tu seras parti, tu vas bien. Et il dit, le Dieu m'est apparu, il m'a dit, O Socrates, musiken poiei kai hergatsu. Socrate, fais de la poésie, et à l'œuvre immédiatement. Musique ne doit pas être entendu comme musique, mais comme la discipline des muses, c'est-à-dire les arts. Et d'autre part, dans le Phédon, je me rappelle même la référence dans 61a.